Donc, bonjour à tous et à toutes. Mesdames et messieurs, les professionnels du secteur sanitaire, médico-social et social, chers et chers collègues, c'est avec un grand plaisir que l'Union régionale Midi-Pyrénées de la Fédération Addiction, en partenariat avec l'association régionale Clémence Isorbe, vous accueille pour cette journée d'échange et de réflexion sur le thème maternité et addiction. Au préalable, nous tenons à remercier l'Agence régionale de santé Midi-Pyrénées pour leur soutien dans l'organisation de cette rencontre. Nous sommes malheureusement obligés de les excuser aujourd'hui car ils sont tous retenus par une importante réunion à Montpellier dans le cadre de notre grande région. L'ARS a adressé à Madame Martine Lacoste, qui est la déléguée régionale de la Fédération Addiction, quelques mots à notre intention. Martine vous les lira dans un instant. Je remercie également le Conseil départemental de la Haute-Garonne pour le soutien constant aux actions en direction des familles et de leurs enfants, et plus particulièrement aux actions sur le thème de la maternité et des addictions, et ce, depuis de nombreuses années. J'ai bien compris que ce partenariat technique et financier est un engagement particulier du Conseil général de la Haute-Garonne, puis départemental, depuis plus de 20 ans. Cette antériorité est quasi unique en France. Notre journée, aujourd'hui, s'inscrit dans le cadre du projet national Femmes et Addiction. Le projet est très large et précise la prise en charge et l'accompagnement des femmes dans les XAPA, c'est-à-dire les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, et dans les CARUD, les centres d'accueil, d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Ce projet, il vous sera présenté tout à l'heure par Cécile Bettendorf, qui est chargée de projet à la Fédération Addiction, et Odile Witt, qui est directrice du XAPA de l'association APS Contact, qui est en Seine-et-Marne et qui est aussi administratrice à la Fédération Addiction. Le projet national est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, par la Direction générale de la santé et la Direction générale de la cohésion sociale par l'intermédiaire du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, ici à Toulouse, nous mettons une focale particulière sur la question de la maternité pour les femmes présentant des problèmes d'addiction. Nous nous intéresserons à l'influence des représentations sociales sur le désir d'enfant chez une future mère consommant des substances psychoactives. Quelle place et quels enjeux pour le désir d'enfant chez ces femmes? La grossesse et la maternité font l'objet d'attentes et de représentations sociales fortes, qui sont plus importantes encore pour une future mère ayant des conduites addictives ou étant sous traitement de substitution aux opiacés. La maternité et la consommation de substances psychoactives semblent antinomiques, tant pour la femme elle-même que pour son entourage, les professionnels de la santé, du social et plus largement la société. Des questionnements, des idées préconçues, l'image de mauvaise mère, la peur du jugement de l'entourage et des professionnels de la périnatalité, la peur des conséquences des consommations pour leur futur bébé sont autant de facteurs qui rendent souvent ces maternités impossibles pour ces femmes. Nous aborderons aussi la question de l'accompagnement pour ces grossesses. Le suivi de ces grossesses nécessite plus de temps et d'attention que d'ordinaire. La sensibilisation à la question des addictions de l'ensemble des professionnels qui accompagnent la personne est un facteur de bon déroulement de la grossesse et de l'accouchement.
ainsi que la prise en compte du père et de l'environnement familial. Quels risques et quelles difficultés sont associés à la consommation de produits durant la grossesse? Comment travailler ensemble autour de ces situations? Nous nous interrogerons sur le suivi après l'accouchement. Lorsque l'enfant naît, les besoins de la mère et de l'enfant peuvent être contradictoires et le lien entre la mère et l'enfant après la naissance peuvent être caractérisés par de la discontinuité. Comment gérer cette question de la discontinuité du lien entre la mère et son enfant? Quel partenariat tisser entre professionnels des addictions, de la protection de l'enfance et plus largement du secteur sanitaire? Votre présence, nombreuse aujourd'hui, témoigne de l'intérêt que vous portez à cette thématique et à ces questionnements. Les interventions et les présentations d'expériences régionales vont permettre d'éclairer nos réflexions et d'enrichir nos pratiques professionnelles. Je vous remercie et je vais donner la parole à Madame Lacoste pour nous lire le petit mot, les quelques mots que nous ont adressés l'Agence régionale de santé Midi-Pyrénées. Voilà, ces mots nous sont adressés par le docteur Éric Regnault, responsable prévention à la promotion de la santé, ARS, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Mesdames, Messieurs, ne pouvant être présent ce jour, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je tenais à faire passer ce message dans le cadre de l'introduction de cette journée Maternité et Addiction. Soyez assurés qu'il s'agit là d'un sujet sur lequel l'ARS a un regard particulier, étant donné l'importance de l'enjeu de santé publique qu'il représente. Depuis la création de l'ARS en 2010, le projet régional de santé a mis en avant la question des addictions comme priorité régionale, ainsi que la santé des enfants et des jeunes, comme celle des futures mères. D'ailleurs, en 2011, l'ARS avait soutenu la création d'un collège régional sur le syndrome d'alcoolisation fœtale et le dispositif de prévention qui a donné lieu à l'impulsion d'une prise en charge médico-sociale et sanitaire pour l'accompagnement s'est peu à peu structuré et consolidé dans la région avec le concours actif et la capacité d'innovation de nombreux professionnels impliqués sur ces sujets. La question de la maternité et des addictions implique d'agir de façon spécifique sur la sensibilisation et l'accompagnement des jeunes mères, l'information des professionnels, l'amélioration du repérage précoce et la prise en charge, mais aussi le travail en réseau et le maintien de dynamiques locales avec une attention marquée aux expériences novatrices. C'est sur ces axes de travail que l'ARS Midi-Pyrénées est devenue, depuis le mois de janvier, l'ARS Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées et va continuer à soutenir les professionnels et les structures. L'année 2016 est une année de mise en convergence des schémas et programmes respectifs menés sur les deux ex-régions, en sachant que des travaux sur périnatalité et addiction ont été suivis de façon très productive en Languedoc-Roussillon. Cela est donc de très bon augure pour la suite de nos travaux. Ce jour se tient une rencontre régionale Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées à la direction de la santé publique entre toutes les équipes de Toulouse et Montpellier, ce qui explique mon absence à votre journée. La direction de la santé publique, qui a dans son champ l'addictologie, reste positionnée à Toulouse et sera votre interlocuteur sur ces sujets. Nous savons pouvoir compter sur votre implication. Je tiens à remercier particulièrement les organisations de cette journée, notamment la Fédération Addiction, et vous souhaite de fructueux échanges qui contribueront à la progression de notre politique régionale de santé publique. Docteur Éric Regnault. Merci. Je vais donc maintenant donner la parole au docteur Johanna. Bonjour, je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à la Fédération Action, à son union régionale, Midi-Pyrénées,
et à l'association Clément 6 heures pour l'organisation d'une journée à guichet fermé, si j'ai bien compris. Vous m'avez propulsé chef du bureau des addictions, je crois, la direction générale responsable. Voilà. Alors, je ne suis que médecin de santé publique au sein de ce bureau des addictions de la direction générale de la santé. Et je m'occupe actuellement plus particulièrement des traitements, la question des traitements de substitution, mais pas que, la réduction des risques, et puis des publics, les publics jeunes, les publics femmes, après avoir travaillé pas mal sur le tabac les années précédentes. Donc je suis très heureuse de pouvoir venir vous rencontrer. Voilà, très intéressée par cette journée qui, je pense, a l'intérêt d'essayer de faire se rencontrer des professionnels de la dictologie et des professionnels de périnatalité, ce qui est quelque chose qui nous semble particulièrement important. Alors, je vais essayer de vous... alors, si je suis trop longue, vous faites des signes, vous couperez au montage. Je vais essayer de regarder l'heure. Pour vous dire qu'à la DGS, on essaye de travailler sur ce domaine vaste et complexe des addictions à travers une approche à la fois globale, mais aussi avec à travers une approche qui vise à prendre en compte les populations dans leur diversité, que ce soit d'âge, de situation sociale, de genre, ou de situation qui présentent des vulnérabilités et difficultés particulières. Donc en ce sens, nous avons une attention particulière pour la question des femmes consommatrices de produits psychoactifs, des femmes en général et des femmes enceintes ou souhaitant l'être, bien entendu, pour plusieurs raisons que vous connaissez. Je ne vais pas vous donner trop de chiffres, mais quand même au niveau des données épidémiologiques de consommation. Alors on sait que tout produit confondu, globalement, les femmes sont quand même moins consommatrices que les hommes. Après, quand on regarde plus finement, en fonction de certains produits, les choses sont plus nuancées. On a une prévalence très importante du tabagisme, qui est un problème quand même majeur. Alors, les drogues illicites dans la population suscitent beaucoup d'inquiétudes, etc. Mais on a un problème énorme de tabagisme avec près de 30% de notre population. Donc le tabac, un problème majeur, y compris chez les femmes enceintes. On est très mauvais au niveau européen, on retraite 17% de femmes au 3e trimestre de grossesse qui continuent à fumer, ce qui est assez préoccupant. Et puis parmi celles qui ont réussi à arrêter pendant leur grossesse, on a à peu près 80% de femmes qui recommencent tout de suite après l'accouchement. Question d'alcool, on a de manière décennale décroissante de consommation quotidienne d'alcool homme-femme, mais comme vous le savez, une évolution des comportements de consommation avec des phénomènes d'alcoolisation ponctuelle importante et une tendance à un rapprochement des usages et des consommations d'alcool entre les hommes et les femmes, jeunes femmes et les jeunes hommes, notamment dans les tranches adolescentes et là 20-25 ans. Voilà. Pour ce qui est des drogues illicites, évidemment, un phénomène beaucoup moins important, mais concerne à peu près, dans les estimations, à peu près 40 000 femmes usagères de drogues illicites, hein, je parle de femmes en général, pas de femmes bien entendu, avec des situations fréquemment de difficultés particulières, des vulnérabilités chez ces femmes, constituées aussi par les problèmes économiques et l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, que vous connaissez peut-être, qui produit un grand nombre de données, produit chaque année un rapport Trend sur les nouvelles tendances qui montrait l'impact de la crise économique actuelle, les répercussions aussi sur les comportements en matière d'addiction avec le recours à des produits meilleur marché, de moins bonne qualité et l'alcool, par exemple, est un produit finalement peu cher comparativement à d'autres substances. Évidemment, les conséquences des consommations chez les femmes enceintes ou souhaitant l'être,
c'est un sujet de préoccupation important, avec tous les points que Madame Ruffier a bien décrits sur toutes ces questions des représentations associées à la consommation, des préjugés, des idées reçues, une femme toxicomane qui ne peut pas être une bonne mère, ou alors quand Mario la grossesse, ça va être le moment où c'est la bonne occasion, on arrête tout, tout va bien, enfin, avec des choses très très complexes que vous connaissez très très bien, et mieux que moi je pense, parce que pour les vivre au quotidien dans les prises en charge, je pense qu'ils peuvent parfois être assez complexes et nécessiter un partenariat entre les différents professionnels. Un autre point que je voulais souligner en dehors des chiffres, c'est que on a un facteur de risque qui concerne les femmes, qui est que les femmes sont une cible marketing avérée pour les industriels, tant industriels du tabac qu'industriels de l'alcool. Pour parler du tabac, on a tout un travail qui est mené par les industriels du tabac sur le marketing, le packaging, pardon, des paquets de tabac. Vous avez sans doute vu des cigarettes Vogue aussi, qui jouent sur toute cette notion tabac, régulation du poids, des jolis paquets, des cigarettes toutes fines, etc. Voir des paquets qui ressemblent à des études de rouge à lèvres. Il y a, je pense, à peu près 15 jours, en prenant mon RER, je voyais en quatrième de couverture d'une revue féminine bien connue une publicité pour Dior Addict, le rouge à lèvres avec le mannequin qui tenait le rouge à lèvres comme une cigarette. Donc vraiment, un travail, et du coup nous on est confrontés vraiment au quotidien au niveau de la DGS, puisqu'on essaie de faire évoluer la réglementation, je vais en parler un petit peu plus tard, et on a en face des industries milliardaires, on va dire, y compris l'industrie alcoolière, et comme souvent en santé publique, on a des moyens moins importants. Donc voilà, mais un point de préoccupation, et je voulais vous en parler aussi peut-être parce qu'on a, je vais vous dire un petit peu plus tard, mais dans les actions qu'on essaye de mener, justement les questions de dénormalisation du tabac, de faire entrer par exemple à travers la loi de santé la question du paquet neutre, un paquet pour annuler ce jeu marketing des industriels. Ça me semblait important aussi que des professionnels de santé, ça peut paraître parfois un peu loin du clinique quotidienne, mais intéressant peut-être à travailler dans certaines prises en charge, notamment vis-à-vis des jeunes, etc. D'avoir ces éléments-là, en tout cas en tête, qui sont en tout cas un vrai challenge pour nous. Donc, il y a le dernier point, avant de vous donner quelques exemples sur la manière dont on essaie de travailler, un point important et qui était aussi évoqué un peu en filigrane à travers votre introduction, c'est les difficultés, les freins et les obstacles pour l'accès aux soins, l'accès aux structures, aux prises en charge pour les femmes consommatrices de substances psychoactives. Pendant la grossesse, mais pas que. On sait que, notamment dans les structures spécialisées d'addictologie, psychosociale, que sont les XAPA et les CARUT que vous citiez, on a une sous-représentation des femmes, avec des difficultés d'accès, des phénomènes d'inreprésentation à la fois chez ces femmes, chez certains professionnels, une crainte toutes les craintes liées à la question des enfants, placement d'enfants, risque de représentation sur des risques éventuels qu'auraient ces femmes en recourant aux services qui leur sont proposés. On a soutenu depuis 3 ans l'expérimentation de réduction des risques appelée à distance, qui vise à distribuer du matériel de réduction des risques, c'est-à-dire des trousses de prévention de matériel stérile, par voie postale, c'est-à-dire que les personnes peuvent appeler, c'est l'association SAFE qui a mené ce programme expérimental qu'on est en train d'évaluer, et qui est un peu un révélateur, puisqu'on voit que dans la file active des personnes qui s'adressent à ce programme, on a une part de femmes beaucoup plus importante qu'on la retrouve dans les CARUD, et du coup ce qui révèle des usagères cachées qui trouvent une solution. Voilà, donc ça me paraît un programme assez intéressant, essayer de voir comment on pourrait être développé dans toutes les régions et avoir peut-être des prises de relais par les CARUD pour après faciliter un accès physique et en proximité, mais au moins
d'avoir la question d'aller vers des personnes qui est très, très importante dans le domaine des addictions. Alors nos enjeux à la DGS, trois gros enjeux, prendre en compte ces spécificités, ces difficultés, ça veut dire continuer à documenter, analyser, c'est-à-dire des enquêtes à la fois quantitatives, mais également sociologiques. On s'appuie beaucoup sur les données de l'OFDT, si vous connaissez pas, je vous engage à aller, si vous avez le temps, produire des notes d'analyse sociologique très, très intéressantes. Un enjeu, le deuxième enjeu, c'est évidemment pouvoir soutenir les professionnels et promouvoir des pratiques adaptées qui répondent mieux aux enjeux, aux besoins particuliers de femmes usagères de drogue, et notamment pendant la grossesse, mais pas que, avec toute la question de la prévention, de l'information, toute la question de l'intervention précoce chez les jeunes, de l'amélioration du repérage des femmes qui sont en difficulté avec leur consommation, repérage par les professionnels du champ santé, mais aussi social, éducatif, etc., et pas uniquement bien sûr des professionnels de la dictologie, et toute l'importance de l'intervention des professionnels qui vont être amenés à côtoyer ces femmes, et avec l'importance du travail partenarial que vous construisez tous les jours. Et puis le troisième axe de travail, c'est renforcer et adapter l'offre de prise en charge. Alors, au niveau des réponses qu'on peut apporter, on a tout un travail au niveau réglementaire. Je voulais un petit peu évoquer tout à l'heure, on a différents vecteurs. On a une loi de santé qui vient de sortir, on a également des plans. Je cite le plan gouvernemental pour les conduites addictives, dans un plan 2013-2017 avec un accent mis sur les populations vulnérables spécifiques et notamment la question des femmes, ce qui a permis la mise en route d'un certain nombre de travaux, dont le projet national Femmes Addiction dont parlait Madame Ruffier. On a également un programme national de réduction du tabagisme qui a été qui est sorti l'année dernière, non pas parce qu'on a peut-être non pas pour extraire la question du tabac, mais parce qu'il y a certaines spécificités et que parfois le tabac est encore quelque chose, un phénomène normal. Je parlais tout à l'heure de la publicité, qui finalement ne choque peut-être pas grand monde. On a tout un travail d'essayer de rendre anormal le fait de fumer, et un travail à mener contre l'industrie du tabac, une industrie assez cynique dans sa manière de fonctionner, à travers avec un grand nombre de mesures associées à ce programme national de réduction du tabagisme. Pour donner quelques exemples au niveau réglementaire, alors pour rester sur le domaine du tabac, on a par exemple le paquet neutre, c'est-à-dire un paquet de cigarettes standardisé, à la fois vous en avez, je pense, entendu parler, ça a pas mal donné lieu à des médias et à de manifestations, y compris de buralistes, qui sont un peu mis en avant dans notre pays par l'industrie du tabac, qui envoie les buralistes, qui effectivement, c'est leur et pas, mais il faut trouver des solutions pour que nous puissent petit à petit faire évoluer leur activité, c'est effectivement très compliqué. Mais donc le paquet neutre pour contrer tous ces efforts marketing de l'industrie du tabac. On a également un pictogramme femme enceinte qui est maintenant apposé sur le tabac depuis quelques mois. On a le pictogramme concerne l'alcoolisation fétale, donc le pictogramme SAF qui existe depuis quelques années, qui est très peu visible, qu'il faut vraiment chercher sur les bouteilles d'alcool. Donc là, on a un travail à mener pour le rendre plus visible, mais ça passe aussi après par du réglementaire, par des décrets, etc. Voilà un peu pour des exemples d'aspects réglementaires. Je pense qu'il faut que j'accède. Oui, dans la loi de santé, on a aussi quelque chose qui vise
à améliorer l'accès aux traitements de substitution nicotinique de manière à améliorer un accès plus large, avec notamment une extension des compétences des sages-femmes pour les autoriser à prescrire des traitements de substitution nicotinique aux conjoints, conjoints ou compagnons de femmes enceintes, parce que évidemment, quand on essaye d'arrêter de fumer pour un conjoint fumeur, c'est assez compliqué. Voilà, on est conscient que l'accès aux traitements de substitution nicotinique reste parcellaire, il n'est pas dans le droit commun du remboursement des médicaments, ça c'est aussi une bataille qu'on mène, mais voilà, on essaye d'avancer, il y a des progrès à faire encore sur ce sujet-là. En matière de soutien à l'évolution de l'offre de prise en charge, depuis 2009, à travers les plans gouvernementaux qui luttent contre les addictions, on a eu des appels à projets qui ont permis la création de dispositifs spécifiques femmes-enfants. Alors, par exemple, 3-4 types de dispositifs, notamment dans les XAPA avec une prise en charge de lutte résidentielle et un hébergement des personnes, la possibilité de création d'unités spécifiques mère-enfant, 5-6 places au sein d'un XAPA, destinées prioritairement aux femmes dépendantes des substances psychoactives en période périnatale, des accueils spécifiques femmes dans les Caraïbes, la création d'équipes mobiles aussi spécialisées de prise en charge précoce mère-enfant dans les XAPA, qui peuvent être mobilisées par les partenaires, que ce soit les PMI, l'entourage des femmes, avec une mission de prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative. On a également des consultations avancées de XAPA dans les centres d'hébergement de réinsertion sociale. Voilà, à partir de ces financements, on a une quarantaine de structures qui ont été créées, avec une évaluation qui a été menée, qui est une note que vous pouvez consulter, réalisé par l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et de toxicomanie, avec des enseignements assez intéressants, montrant le caractère innovant, parfois le fait comment dire, cela peut bousculer, y compris les professionnels de la mythologie, sur se questionner sur qui, quoi, comment, pourquoi, faut-il un accueil spécifique, voilà. Une méconnaissance aussi par les professionnels, les autres professionnels, notamment de santé. Donc l'intérêt, c'est de travailler à faire connaître ces dispositifs, et je pense que ça fait un peu un lien avec le projet national de la Fédération Addiction qui va vous être présenté tout à l'heure. Et puis dernier point, dernier axe de travail, un soutien. On attache une importance à soutenir les bonnes pratiques par la mise à disposition, le soutien à l'élaboration d'outils. On a en 2011 publié un guide sur le SAF, qui est à l'alcool et grossesse par 11 ans, qui avait été élaboré par un grand nombre de professionnels, dont certains ici présents, qui est encore accessible sur le site du ministère de la Santé. On a soutenu, je vois qu'il est ici, donc je vais faire la publicité, l'élaboration de ce guide très intéressant, je ne sais pas si vous connaissez, pédagogique, qui a été élaboré par le RESPAD avec un groupe de travail, et plusieurs des intervenants de la journée ont participé à ce groupe de travail, qui est la traduction d'un guide anglais enrichi d'expériences sur le territoire français. Voilà, c'est par exemple quelque chose auquel on a apporté notre soutien, et puis un soutien au projet Femmes et Addiction de la Fédération Addiction, dont vous allez avoir tout le détail dans un instant, parce que je vais m'arrêter de parler, je pense que j'ai dépassé peut-être mon temps de parole. Je vais donc en conclusion vous dire qu'à la DGS, on a la volonté très affirmée de poursuivre ce travail dédié aux femmes, en général, et aux femmes enceintes, en coopération avec les professionnels que vous représentez et que vous êtes. Donc on salue l'organisation de cette journée et cette journée à laquelle vous êtes nombreux à participer. C'est la mobilisation des professionnels que vous êtes, et on reste disponible pour continuer à se souvenir de tous les travaux qui vont dans cette direction. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que je n'ai pas fait trop de bêtises avec le micro, et
et je vous souhaite une très bonne journée. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vais donc maintenant donner la parole à M. Signon, vice-président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Mesdames, Messieurs, en mon grade et qualités, je veux d'abord saluer quand même Mesdames Cécile Pettendorf et Madame Martina Coste, qui sont les acteurs de cette journée et qui ont organisé cette journée, donc qu'elles soient toutes les deux remerciées pour l'organisation et pour l'engagement pour cette cause. Quelques mots, je suis très heureux et très honoré de représenter, vous l'imaginez, le président Georges Méric pour cette journée consacrée à la fiction et à la maternité. Quelques mots simplement pour fixer le cadre, pour vous indiquer quelles sont à la fois les compétences mais aussi la volonté politique du conseil départemental et tracer quelques perspectives. Alors, cette journée est organisée, on le sait tous, dans le cadre de la MIDELCA 2013-2017. Ce plan d'action repose sur 3 priorités. La seconde priorité concerne la prise en compte des populations les plus exposées pour réduire les risques, les dommages sanitaires et sociaux, notamment en empêchant, en retardant, en limitant la consommation des jeunes et surtout, c'est le sujet d'aujourd'hui, en améliorant le soin et l'accompagnement des femmes usagères de drogue. L'objectif de cette journée, c'est bien comme ça que ça a été décliné, c'est de sensibiliser et de former des professionnels à cette thématique, de permettre une connaissance mutuelle du rôle et de la compétence de chacun, une coordination plus efficace et une culture commune de l'ensemble des acteurs intervenant dans les domaines de la santé, de périnatalité et de la santé de l'enfant. Alors, ceci afin d'améliorer bien évidemment la prise en charge médico-psychosociale de ces femmes enceintes en situation d'addiction, de soutenir les futurs parents et de garantir les meilleures conditions de vie à l'enfant dès sa naissance, si possible au sein de la famille. Le docteur Kouba, où est le docteur Kouba? La deuxième, parce que moi je suis le conseil départemental. D'accord, ok, très bien. Médecin académique du conseil départemental et membre de Materni, témoignera de son expérience et de la compétence spécifique dans ce domaine des professionnels de la direction enfance et famille. Et j'en profite pour adresser mes remerciements et ceux du président numérique à tous les professionnels engagés sur le terrain auprès des citoyennes et des citoyennes haut-garonnais. Et ils sont d'ailleurs présents ce matin, et je veux saluer Christophe Mann, directeur enfance famille, et Pierre Bourniac, son adjoint, médecin-chef PMI au conseil départemental. Alors, les compétences, la volonté politique, le conseil départemental, dans le cadre de ses compétences, participe avec l'État, les organismes de sécurité sociale, aux côtés des associations, à la protection et à la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. Il met en œuvre, dans le cadre de ses missions, des mesures de prévention médico-sociale, individuelles et collectives, obligatoires et facultatives, en faveur des futurs parents, enfants et jeunes. Le service départemental PMI organise des actions de suivi et d'accompagnement d'ordre médical, psychologique, social des femmes enceintes et des enfants, y compris à domicile, notamment pour ceux requérant une attention particulière, comme ces futures mères en situation d'addiction. C'est un service public gratuit, de proximité, non stigmatisant, dans une vision d'approche globale de la santé par une équipe pluridisciplinaire en lien avec le contexte de vie, avec des modalités diversifiées, adaptées aux besoins des familles et permettant une continuité des missions de périnatalité, planification et santé de l'enfant en lien avec les acteurs institutionnels, associatifs et libéraux du champ médical et social, dans un souci de cohérence et de coordination des parcours. La prise en charge par les équipes PMI avec l'accord des intéressés vise à favoriser l'épanouissement de ces femmes, de ces parents, de ces enfants à naître et à l'instauration de liens précoces, positifs, parents-enfants, en tenant compte des dimensions physiques, psychiques, sociales, de ce moment particulier, privilégié et essentiel d'accès à la parentalité que constitue la grossesse et la naissance de l'enfant. Dans ce cadre, et dans le cadre
de la protection de l'enfance, qui a été réformée en 2007, et du schéma départemental de l'enfance qui court jusqu'en 2019 pour le département de Garonne, les professionnels médico-sociaux du conseil départemental contribuent fortement en articulation avec l'ensemble des partenaires au repérage des situations de vulnérabilité de ces femmes enceintes en situation d'élection, à la mise en place d'accompagnement le plus précoce et le plus sécure possible de ces futurs parents et à la prévention et prise en charge des troubles. Le conseil départemental de Haute-Garonne, et c'est la volonté du président Georges Mélic, ainsi que des élus qui l'accompagnent, vont mettre en place et vont mettre en œuvre dans les prochains mois, prochaines semaines, un plan d'action de lutte contre les conduites addictives des jeunes, et ainsi promouvoir à moyen et long terme la santé de ces futurs parents et enfants à naître. En effet, les conduites addictives des jeunes sont à la fois les causes et les conséquences de phénomènes d'exclusion, d'échecs scolaires, de violences, de troubles psychiatriques et psychologiques. Ainsi, le conseil départemental de Garonne souhaite s'engager dans ces missions de prévention aux côtés du soin, dans la lutte contre ces pratiques addictives et destructrices. Il ne faut pas se payer de mots, il faut avoir la volonté d'agir. Et donc, s'assurer que les travailleurs médico-sociaux soient bien outillés pour apporter un accompagnement des jeunes et leurs familles sur cette problématique. Veiller à ce que l'ensemble, et sur l'ensemble du territoire, au Garonnais, parce que tout le monde est concerné, on le sait bien, les territoires ruraux, périurbains ou urbains. S'assurer donc et veiller à ce que sur l'ensemble du territoire garonnais, un jeune ou ses parents puissent accéder à des actions de sensibilisation, à des informations. Quels sont notamment les axes de ce plan d'action? Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une belle journée d'engagement. Hélas, je ne pourrai pas rester avec vous au-delà de cet ordre en raison d'autres obligations, mais j'étais heureux et très honoré d'ouvrir cette belle journée à votre côté. Voilà, merci beaucoup.